Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation et de venir jusqu'ici. Merci de l'invitation. Peut-être c'est l'un des avantages quand les avions ne sont pas trop en mouvement dans le monde. On peut le dire comme ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La chose politique revient progressivement au cœur des commentaires. La CENI en Guinée projette l'organisation de la présidentielle pour octobre prochain. Les Cassandres et les clercs de tous bords s'inquiètent de la distanciation dans la classe politique. Y a-t-il urgence de renouer les fils du dialogue? Selon quel agenda? Avec quel facilitateur? Sur ce plateau, nous recevons un spécialiste international en conduite et conception de processus de médiation. Il appuie notamment les facilitateurs de l'Union africaine et des Nations Unies dans beaucoup de pays, une dizaine de pays exactement, en crise en Afrique. Docteur Issaka Souaré est notre invité. Merci de nous accepter une fois encore chez vous. Nous recevons un peacemaker, les Anglais l'appellent ainsi, un faiseur de paix. Issaka Souaré est un homme de l'ombre. Vous êtes bien guinéen, vous n'êtes pas connu de nos compatriotes, bien que depuis 3 ans, vous donnez des cours à l'université de Conakry au niveau du master en sciences politiques, mais également vous êtes connu, beaucoup plus connu d'ailleurs à l'international, notamment dans les rouages des Nations Unies et de l'Union africaine, sur les questions de paix, de dialogue, de médiation. Il est difficile que vous passiez 1 mois, 2 mois en Guinée, mais quand les avions ne bougent pas trop là, que faites-vous? Où est-ce que vous rendez en Guinée pour mieux vous inspirer, recharger votre batterie pour peut-être apporter encore votre expertise sur ces questions de paix et de médiation? Et bien, quand je suis en Guinée, parce que je ne travaille pas souvent sur la Guinée au compte des Nations Unies, je travaille à partir de la maison. Je fais partie d'une équipe de 8 experts qui sont basés dans leurs pays respectifs et qui sont déployés à travers le monde pour apporter un appui au processus de paix, de médiation, de dialogue. Quand je suis là, j'enseigne à l'université, vous l'avez dit, à l'université générale Lansana Conté de Symphonia. Les parents sont à l'intérieur, on leur rend visite. Et ce corona m'a permis aussi d'avancer dans la rédaction d'un ouvrage que j'ai entamé il y a plusieurs années sur la diplomatie guinéenne. Donc, on peut dire que ça peut être un des côtés positifs de Corona. N'empêche, vous continuez à réfléchir sur des questions de paix, de dialogue. D'ailleurs, justement, le 15 juin dernier, vous avez participé à un web binaire où il était question d'idées de dialogue politique en Guinée. Tout à fait. C'était une émission qui a été organisée par une organisation de la société civile avec l'appui du NDI qui est appuyé par USAID. C'était pour mettre ensemble des acteurs politiques et aussi sociaux pour parler de la situation actuelle dans le pays et la nécessité, l'opportunité du dialogue et comment est-ce qu'on pouvait engager un tel processus de dialogue en vue de rapprocher les positions des acteurs dans le pays. Mais justement, est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui de dialogue? Je pense que lorsque on suit l'actualité, les prises de position des uns et des autres, des différents camps, il est évident qu'il y a une crise, ne serait-ce qu'une crise de confiance. Il y a divergence de points de vue sur un certain nombre de questions et on s'approche vers des élections présidentielles, une élection avec des enjeux majeurs et il n'y a pas entente sur l'ensemble des questions nécessaires pour la bonne conduite de ce scrutin. Il est alors évident qu'il y a nécessité et opportunité de dialogue, d'autant que de tous les camps aussi, on parle de dialogue, dialogue sincère et inclusif, donc il y a opportunité, il y a nécessité de dialogue. Cette opportunité-là, vous la situez où? Eh bien, dès lors que les acteurs se disent disposés à dialoguer, le chef de l'État, on s'en souvient, a dit qu'il ne fermait pas la porte au dialogue. Plusieurs autres acteurs de l'opposition ont dit la même chose.
Il faut maintenant s'entendre sur comment ce processus de dialogue peut être engagé, sur quoi il peut être lancé, dans quel cadre on peut l'organiser. Donc, on peut tirer de cette disposition exprimée de part et d'autre cette opportunité de dialogue dans le pays. Et donc l'opportunité existe, mais à ce niveau-là, qui peut être à l'initiative encore de la relance d'un dialogue avec pour quel objectif réel? Lorsque, Vu qu'il y a un peu souvent des méfiances. Tout à fait. Lorsque on sent le besoin de dialogue, c'est-à-dire que les parties en phase ont reconnu qu'il y a une impasse parce qu'un processus de dialogue est un processus qui est organisé pour rapprocher les positions des acteurs sociopolitiques d'un pays en vue de dégager un compromis ou un consensus, soit pour prévenir une crise, soit pour résoudre une crise, soit pour gérer une situation exceptionnelle. Et dès lors que les acteurs ont exprimé ce besoin, ont exprimé leur disposition par rapport à ce dialogue, il y a des manières pour procéder de l'expression du vœu vers l'effectivité du processus. Alors, une des parties peut prendre l'initiative. Dans ce cas d'espèce, je pense que le gouvernement est la partie forte. Le gouvernement peut prendre l'initiative en allant au-delà de l'expression de l'ouverture et de la disposition pour le dialogue, en invitant dans un cadre formel à un processus de dialogue où des parties tierces, la société civile, des religieux qui étaient très actifs avant les dernières élections, peuvent prendre l'initiative en faisant d'abord ce que nous appelons la diplomatie de la navette, c'est-à-dire en allant parler aux différentes parties, d'abord discrètement, pour s'assurer que cette volonté de dialogue y est sincèrement et les rassurer aussi sur le cadre du dialogue. Une fois que nous avons ça et nous avons le quitus des parties qui se disent nous sommes prêts à nous engager dans le processus, et là, on peut passer maintenant à l'étape de la définition du cadre de dialogue. Et là, les objectifs vont être définis selon d'abord la situation qu'il y a, parce que les objectifs sont définis sur la base du pourquoi du dialogue. Donc, dès lors qu'on connaît qu'il y a une crise, il y a une impasse, l'objectif est de dépasser cette impasse-là. Et le cadre est défini à travers les va-et-vient entre la partie tierce ou les acteurs qui s'entendent d'engager ce processus de dialogue. Et en ce moment-là, il y a la question du comment et de l'encadrement de ce dialogue-là. Ça c'est vrai, ça c'est une question cruciale, d'autant que, vous l'avez dit, il y a un déficit de confiance. Alors, dans ce cas, on procède souvent par un pré-dialogue. Un pré-dialogue, donc, va constituer la première étape d'un processus à 4 étapes. La première est l'avant-dialogue, la deuxième c'est le dialogue proprement dit, et la dernière c'est l'étape de la mise en œuvre des accords convenus lors du dialogue. Alors, ce pré-dialogue permet de définir le cadre, de s'entendre sur les sujets à l'ordre du jour, et ces sujets ne doivent pas laisser de tabous. C'est-à-dire qu'on veut épuiser l'air de méfiance. Avec un état d'esprit ouvert. Ouvert et un engagement sincère. Et on définit donc les sujets à mettre sur la table. On définit le cadre. S'il y a un seul facilitateur ou plusieurs facilitateurs, si plusieurs, comment est-ce qu'on va coordonner entre les différents facilitateurs? Un seul cadre, c'est-à-dire une plénière, ou une plénière et des sous-comités. Si c'est le cas, comment est-ce que les travaux des sous-comités vont être versés dans la plénière? Tout cela peut être défini dans la phase de pré-dialogue, qui peut même aboutir à un accord cadre, qu'on peut appeler feuille de route du dialogue. Parce que là, ça rassure les acteurs. Je vais parler d'un principe auquel on fait souvent face lorsqu'il y a déficit de confiance.
une fois qu'on a défini les sujets à mettre à l'ordre du jour, et ça c'est dans la phase de pré-dialogue, et on commence le dialogue, une partie pourrait être tentée de quitter le processus une fois qu'elle a eu son compte. On a 10 sujets, les 5 premiers sujets sont en sa faveur. Une fois épuisé, peut créer des problèmes et dire « Ok, il y a un problème, mais il y a eu déjà accord ». Alors il y a ce principe qui dit « Nothing is agreed until everything is agreed ». Rien n'est convenu jusqu'à ce que tout soit convenu. C'est-à-dire, on va discuter des différents sujets parce qu'on sait dans un dialogue, ben, c'est gagnant-gagnant. Et c'est des compromis. On vous laisse gagner ici parce qu'on s'attend à ce que vous fassiez des compromis sur cet autre sujet. On ne peut pas gagner sur tout. Si nous, on fait des compromis sur les sujets qui vous sont favorables et le dialogue est fini, on n'est pas arrivé aux sujets qui nous sont favorables, eh bien, on ne sera pas disposé à faire des compromis. Donc, on dit rien n'est convenu, c'est-à-dire on va discuter des sujets un à un, on dégage des accords qui sont partiels et temporaires, mais une fois qu'on aura trouvé un accord sur l'ensemble des sujets, nous avons maintenant un accord pour que quelqu'un ne soit pas tenté de faire ce jeu-là. Et une fois que les parties sont mises en confiance par rapport à cela, ils peuvent s'engager. Ils s'engagent, ils discutent, ils s'ouvrent, ils font des compromis, sachant qu'ils ont peut-être perdu ici, mais ils vont gagner là-bas. Et là, ce n'est pas des déclarations tapageuses dans la presse qui doit accompagner ce processus-là. Et encore, dans la phase de pré-dialogue, on définit tout ça. Il y a des principes directeurs du processus de dialogue. Et parmi ces principes-là, on peut évidemment s'entendre que seuls les médiateurs ou les facilitateurs s'expriment aux médias sur les sujets du dialogue. Les parties prenantes peuvent dire dans la généralité, nous avons abordé les sujets, nous avançons. Mais les détails sont laissés, on définit ça dans le cadre du dialogue. Vous parlez souvent de facilitateurs ou des facilitateurs, justement, dans une situation guinéenne qui tient beaucoup plus à la suspicion qu'à une crise ouverte et réelle. Quel genre de facilitateur, de médiateur national pour un pays très souverainiste ou bien étranger qu'il faut? D'abord, une facilitation étrangère ne serait pas une atteinte à la souveraineté si les acteurs guinéens souverainement l'acceptent. Mais souvent, les gens disent que le degré de la crise n'est pas tel qu'il faut recourir à une médiation étrangère. Tout à fait. Et je pense qu'on peut avoir une facilitation nationale. On peut avoir un facilitateur ou une facilitatrice, un groupe de facilitateurs, dès lors qu'il y a impartialité de ces acteurs qui assurent la facilitation, dès lors qu'il y a clarté sur le processus défini lors du pré-dialogue et que les acteurs sont mis en confiance, je pense que la facilitation peut se faire. Et comme je l'ai dit, avant les élections du 22 mars, les religieux étaient actifs dans le processus de rapprochement des points de vue. Je ne veux pas dire que ce soit forcément les religieux, mais je donne un exemple. Les religieux, si les partis convenaient que ce soit eux qui conduisent ce processus, peuvent le faire et ils peuvent être appuyés par des spécialistes. Souvent, un processus de dialogue, on a derrière les facilitateurs un secrétariat technique. Un secrétariat technique qui peut avoir des spécialistes, des juristes qui les aident dans la rédaction, dans le recueil des propos, dans la formulation, parce que des parties peuvent s'exprimer, mais cette expression, il faut la formuler dans un langage qui est un point d'accord. Donc, des spécialistes peuvent être derrière eux. Là, des représentants de la communauté internationale peuvent les appuyer en tant qu'observateurs si c'est une facilitation nationale et si cela pourrait rassurer certaines parties, parce que pour que le dialogue réussisse, il faut vraiment tout ce qui est à même de rassurer les acteurs. Et là,
des observateurs, l'appui technique qu'il y aura derrière les facilitateurs, tout cela vont aider à mettre les gens en confiance et à aboutir, nous l'espérons, à un résultat accepté et qui ne va pas être une autre source de problème, mais la solution au problème. Là, vous avez parlé en technicien avec un schéma peut-être classique qu'on pourrait un peu adapter à toutes les situations de crise. Vous avez eu le temps de rester longtemps, d'observer, de vivre et nous sortons des consultations électorales triples et là on a peut-être dans quelques mois, 4 mois ou plus, d'autres consultations qui nous attendent avec quelques éléments aujourd'hui qui sont clairement définis. Vous conseillez quoi? Il faut un dialogue ou bien on peut se faire confiance à travers une structure de gestion locale et sauter ce passage pour aller vers d'autres consultations? Je pense que le dialogue s'impose lorsque les mécanismes qui sont convenus pour réguler la vie politique de la société ont été mis à l'épreuve. Et je pense que nous sommes dans une telle situation actuellement, au moins du point de vue de certains acteurs. Et cela appelle donc à un processus qui rapprocherait les acteurs. Et ça, ce n'est pas un processus d'arbitrage qui va le faire. Donc, on n'a qu'un processus de dialogue, ce qui, à mon avis, militerait en faveur de ces dialogues, mais des dialogues francs, sincères, inclusifs de par les sujets à l'ordre du jour et de par les parties prenantes. On ne veut pas tous les 12 ou 13 millions de Guinéens là, mais les gens qui représentent les différentes sensibilités dans le pays. Docteur, là nous sommes restés pratiquement au cœur de la politique, mais chaque société souvent connaît d'autres types de crises sociales, certaines convulsions dans certaines parties du pays. Est-ce que c'est le même schéma de dialogue, la même approche qu'il faut appliquer à ces secousses-là? Non, parce que ce dialogue-là s'impose lorsque les mécanismes traditionnels ont été mis à l'épreuve. Si je prends par exemple, il y a des crises récurrentes ces derniers temps en forêt, à Zérékoré, à Koyama dernièrement et autres, je pense qu'il y a 3 choses. Je pense qu'il y a l'État qui doit jouer un rôle de prévention et de répression. Prévention pour ne pas qu'il y ait de crises et répression lorsqu'il y a des contrevenants. Il y a les acteurs sociaux dans les localités qui doivent jouer leur rôle de conciliation. Il y a la presse qui joue un rôle. Donc, mettons ça en perspective avec un exemple frappant. Je pense qu'il y a la crise à Zérékoré ou à Koyama. Je pense qu'il faut renforcer la justice et l'amener proche des justiciables. Et pour que les gens... Un effort est fait aujourd'hui dans ce sens-là. Eh bien, il faut, je suis en train d'énumérer ce qu'il y a à faire. Peut-être que parfaire, parce qu'on n'est jamais parfait. Et donc, il faut mettre l'accent sur le renforcement du système judiciaire. Deuxième, et ça va prévenir. Parce que ça va dire aux gens, lorsque vous avez quelque chose, plutôt que de vous faire justice, mais venez, il y a un mécanisme qui est là pour faire justice. Deuxièmement, je pense qu'il faut aussi les forces de sécurité. La police surtout, la présence des éléments de la sécurité. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, 60% des forces de sécurité sont regroupées à Conakry, 40% pour le reste du pays. Donc je pense qu'il y a lieu de revoir ça pour que cela soit le cas. Et ça, c'est l'État. Donc je pense que lorsque l'État joue ce rôle-là, ou renforce ce rôle-là, je pense que cela va nous aider beaucoup. Deuxième, c'est les acteurs sociaux, les notables qui sont là, doivent jouer aussi leur rôle de prévention. Parce que même dans les temps anciens, il y avait des coutumes, il y avait des manières de résoudre des problèmes. Et troisièmement, et c'est lié au rôle des acteurs sociaux, la presse. Je pense que lorsqu'il y a un conflit entre 2 individus qui peuvent provenir de 2 communautés différentes, traitez-le comme un conflit entre Paul et Moussa, pas entre Guerzé et Koniaki.
Parce que dès lors qu'on commence à communautariser quelque chose qui est individuel, qui n'a rien à voir avec la communauté, et là, on accroît les enjeux, la tension, et ça peut déborder. Dès lors qu'on sait que Moussa et Yacouba peuvent se faire le conflit, on traite ça parce qu'ils sont de la même communauté, et Gopou et Seni peuvent se faire la guerre, et on traite ça aussi comme pareil entre deux individus. Mais lorsque c'est entre cette personne et l'autre personne de différentes communautés, regardez c'est pourquoi. Peut-être qu'ils ont une dispute sur un espace de terrain, traitez-le tel quel. Ne dites pas c'est entre cette communauté et l'autre communauté. Donc, ne faites pas de gymnastique dans les argumentaires. Et pas d'amalgame surtout. Et pas d'amalgame surtout. Donc je pense que si on a ces trois mécanismes, donc l'État qui joue son rôle préventif et répressif dans le sens positif, et les dignitaires de la communauté jouent leur rôle, le média aussi joue un rôle responsable. Et on est heureux que beaucoup de médias professionnels le font, mais il faut redoubler d'efforts. Je pense que cela va nous aider à prévenir beaucoup de crises. Docteur, avant que vous nous repreniez les mouvements dans les environs, peut-être qu'on vous recevra une deuxième fois dans cette émission pour partager sur certains aspects, certains éléments de notre société qui méritent des analyses des personnes de votre dimension. Merci d'avoir donné votre avis sur la situation politique et sa gestion dans notre pays. Ce serait avec un grand plaisir et un sens du devoir, et c'est à moi de vous remercier de m'avoir offert cette opportunité d'aborder une si importante question relative à notre pays. Mesdames, Messieurs, merci de nous accorder votre attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.